Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances pour l'année 2026. Le ministre de la Pêche, des infrastructures maritimes et portuaires achève sa visite d'information dans la capitale économique. Nouakchott accueille la 36e session du Conseil des ministres arabes chargé de l'environnement sous le thème « Politique environnementale au service de l'être humain ». Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. D'abord ce décret, avant de passer au développement des titres. La présidence de la République a annoncé que par décret publié aujourd'hui, des chargés de mission et un conseiller chargé à la communication ont été nommés au cabinet du Premier ministre, conformément aux informations suivantes. Chargé de mission, Madame Senia Sidiheb, Monsieur Sidi Mohamed Boyik et Monsieur Hassan Oulberkher, conseiller chargé de la communication, Monsieur Bab Oulbenyouk. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Monsieur Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a approuvé le projet de loi de finances pour l'année 2026. La loi de finances 2026 revêt une importance particulière et une forte valeur symbolique dans l'évolution de la gestion des finances publiques de notre pays. Il s'agit du premier budget élaboré intégralement selon une approche budgétaire par programme, conformément aux dispositions de la loi organique de finances de 2018. La mise en œuvre d'un budget par programme marque une rupture décisive avec l'ancien système d'élaboration budgétaire fondé sur des principes économiques caractérisés par une approche administrative dominante et un manque de clarté quant aux résultats attendus. Ainsi, la loi de finances 2026 inaugure une nouvelle ère fondée sur l'efficacité, la transparence et la responsabilité, piliers fondamentaux de l'action publique. Dans ce contexte, la structure du budget de l'État comprend désormais 108 programmes et 24 affectations budgétaires, chaque programme étant défini par des objectifs clairs et mesurables. Ces programmes incarnent concrètement les priorités nationales découlant du programme électoral de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, intitulé « Mon ambition pour la nation » telle que définie dans la politique générale du gouvernement, la stratégie pour une croissance accélérée et une prospérité partagée et stratégie sectorielle. Le projet de loi de finances 2026 a été élaboré selon une approche budgétaire axée sur les résultats. Ce choix témoigne d'une volonté d'optimiser l'allocation des ressources en tenant compte non seulement des besoins exprimés par les ministères, mais aussi des résultats attendus et de leur contribution au développement économique et social. L'allocution des fonds n'est plus une simple prolongation mécanique des allocations précédentes, mais elle s'inscrit désormais dans un dialogue axé sur les résultats, visant à renforcer la discipline budgétaire et à mettre en évidence l'impact des politiques publiques. Pour la première fois, le projet de loi de finances 2026 a été enrichi d'annexes contenant projets de performance, les objectifs opérationnels découlant de ces stratégies, des indicateurs de performance permettant d'évaluer ultérieurement le niveau d'atteinte des résultats. Cette évolution méthodologique représente un progrès qualitatif majeur en matière de gouvernance des finances publiques en intégrant davantage l'action publique à une culture de l'évolution et en établissant un lien direct entre les ressources allouées et les résultats obtenus. Par ailleurs, le projet de loi de finances 2026 est pleinement aligné sur le cadre général des dépenses à un moyen terme, tel que défini dans le document de programmation budgétaire à moyen terme 2026-2028. Cette cohérence garantit la viabilité des finances publiques
Parallèlement, elle garantit la cohérence entre la programmation budgétaire sectorielle et la trajectoire économique et budgétaire globale de l'État. Grâce à cette réforme, notre pays rejoint les rangs des nations ayant réussi à la transition vers une budgétisation par programme. L'expérience internationale a démontré que cette approche permet une grande efficacité des dépenses publiques grâce à l'alignement des crédits sur des résultats clairement définis, une transparence accrue grâce à la présentation des objectifs et des indicateurs au Parlement et au public, une responsabilisation renforcée des agendas publics, des agents plutôt publics, une plus grande crédibilité de la politique budgétaire tant auprès des citoyens que des partenaires techniques et financiers. Les recettes totales devraient atteindre 128 milliards 79 000 d'ouguiyas en 2026 contre 116,96 milliards d'ouguiyas dans la loi de finances 2025 amendée, soit une augmentation de 11,83 milliards d'ouguiyas. Cette amélioration reflète le renforcement de la mobilisation intérieure et la diversification des sources de revenus. Le total des dépenses et des prêts nets s'élève à 132,18 milliards d'ouguiyas dans le projet de budget 2026 contre 119,12 milliards d'ouguiyas en 2025, soit une augmentation de 13,6 milliards d'ouguiyas. Cette hausse témoigne d'une gestion rigoureuse des finances publiques axée sur l'investissement. Le projet du budget 2026 reflète une approche budgétaire à la fois rigoureuse et flexible qui anticipe les évolutions de la conjoncture économique, garantit le financement des programmes prioritaires et renforce la transparence de l'administration publique. Ce projet du budget marque plutôt un tournant vers une gouvernance financière plus dynamique, fondée sur un contrôle budgétaire efficace et une utilisation optimale des ressources disponibles. Il convient de noter que le taux de croissance projeté pour 2026 est de 5,1% contre 4,1% en 2025. Le Conseil a également examiné et approuvé le projet de décret suivant. Projet de décret autorisant l'État à acquérir une participation au capital d'une société anonyme minoritaire dénommée Société nationale sucrière. Ce projet de décret vise à autoriser le ministre des Finances à acquérir au nom de l'État une participation au capital de la Société nationale sucrière. Cette participation est destinée à financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir un complexe agro-industriel de production de sucre, exploitant ainsi le potentiel de culture de la canne à sucre disponible dans la région de Foumbelgleit. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger a présenté une déclaration sur la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a présenté une déclaration sur la situation intérieure. Enfin, le Conseil a adopté les mesures spécifiques suivantes. Ministère de la formation professionnelle, de l'industrie traditionnelle et de l'artisanat, secrétaire général, M. Mohamed Lahmedou Abdi. Ministère des Affaires économiques et du développement, cabinet du ministre, personne affectée à diverses missions, Al-Hussein Bam, docteur en mathématiques appliquées et statistiques. M. Abdallah Sid Ahmed Mima, titulaire d'un diplôme en technologie de la communication. Madame Lafi Dothman Sangout est titulaire d'un master en administration des affaires. Ministère des Finances, cabinet du ministre conseiller, M. Mohamed Yahya Talb Azmanded, inspecteur général des Finances. Inspecteur général des Finances, M. Ali Tis, ancien directeur général des impôts. Administration centrale, direction générale des impôts. Directeur général, M. Mukhtar Salomoul Lmouna, ancien directeur général de l'agence numérique, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, secrétariat général. Secrétaire général, M. Mohamed Oul Ablal, titulaire d'un master en ingénierie informatique, ministère de l'énergie et du pétrole, cabinet du ministre, conseiller, M. Ba Al-Haj Abdoul, institution publique, compagnie mauritanienne des hydrocarbures, directeur général, M. Mohamed El Amin Arraq,
Qani, ministère des Mines et de l'Industrie, secrétaire général, M. Meddo Abad Al-Fitassi, titulaire d'un master en géologie, ancien chef du département laboratoire national des travaux publics, administration centrale, direction générale des mines, directeur général, M. Mohamed Mohamed, ancien directeur du registre minier, directeur du registre minier, directeur, Mohamed Fall Mini, chef du département des études et du suivi technologique à la direction de la géologie et du développement minier, ministère de la pêche et des infrastructures maritimes et portuaires, institutions publiques, autorité portuaire de la baie du Repos, Nouadhibou, directeur général Dja Mokhtar Malal, ancien directeur général de l'agence de presse mauritanienne, autorité du marché aux poissons de Nouakchott. Directeur général Doum Ahmed Mzeid, ancien conseiller média au ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, institution publique, Société nationale de développement et de travaux agricoles, directeur général Amadou Oul-Talib, ancien secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des industries traditionnelles, ministère de l'élevage, secrétariat général, secrétaire général, Dr Ahmed Oul-Allal, institution publique, Société des abattoirs de Nouakchott, directeur général, Monsieur Mohamed Mahmoud Oul-Kehel, ministère du logement, du développement urbain et de l'aménagement du territoire, institution publique, agence pour la mise en œuvre des travaux réalisés avec des matériaux locaux, directeur général Salkou Jalal, ingénieur statisticien, ancien comptable au ministère des Finances, ministère de l'Équipement et des Transports, cabinet du ministre chargé de mission, M. Ngaïde Abdoulaye, ancien directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, institution publique, Agence nationale de l'aviation civile, directeur général, Bab Ahmed Mohamed Bab Ahmed, ancien directeur général adjoint, M. Mbodj Ndourouri Aliou, précédemment directeur de la sécurité de la même agence. Ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, cabinet du ministre, chargé des missions, M. Fa Cheikh Ahmed, titulaire d'une maîtrise en géographie plutôt, conseiller juridique Ahmed Mohamed Ali Amar, titulaire d'une maîtrise en droit, institution publique, agence mauritanienne d'information, directeur général, M. Mohamed Taqiyullah Ouledhab. Suite et fin de la visite du ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Mokhtar Ahmed Bousseif, à Nouadhibou, au cours de laquelle il s'est informé sur les conditions de travail et de rendement des structures relevant de sa tutelle. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Mokhtar Ahmed Bousseif, s'est rendu à la direction régionale de l'Agence mauritanienne des affaires maritimes. Sur place, le ministre a suivi une présentation détaillée sur les missions de l'agence en matière de régulation de la main-d'œuvre maritime, de contrôle des flottes en activité et pris connaissance des nombres et types d'activités. Le ministre a, dans ce cadre, participé à la signature de 2 accords de coopération. Le premier accord est signé entre l'Agence mauritanienne des affaires maritimes et l'Académie navale et vise la formation de 1800 marins. Le second, paraphé entre l'agence et l'Office national de la médecine du travail, concerne la délivrance de certificats d'aptitude physique au métier marin. Par la suite, le ministre s'est rendu à la direction régionale des pêches. Là également, le ministre a suivi une présentation détaillée sur les missions et défis auxquels est confrontée la société. Le ministre a enfin clôturé sa tournée par une visite au port de la baie de Repos
où le nombre des usagers, les opérations de pilotage en cours ainsi que les défis auxquels est confrontée la société, notamment le dépassement de sa capacité d'accueil, ont été soulevés devant le ministre qui a écouté les explications techniques des responsables de cette infrastructure portuaire. Ici à Nouakchott se sont tenues au Palais des Conférences Mokhtar Dada les assises de la 36e session du Conseil des ministres arabes chargé de l'environnement. Cette session s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine arabe de l'environnement accueillie par Nouakchott depuis plusieurs jours sous le thème politique environnementale au service de l'être humain. C'est un récit de Mohamed Khattab. C'est une 36e session du Conseil des ministres arabes chargés d'environnement qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine arabe de l'environnement en vue d'élaborer une position unifiée des pays arabes et de leurs partenaires au développement face au phénomène du changement climatique et à souligner la nécessité de coordonner les efforts arabes et régionaux pour créer un marché du carbone dans la région afin de stocker les gaz à effet de serre et de renforcer la résilience face aux impacts climatiques. Partons de la conviction inébranlable que l'investissement dans l'environnement est un investissement dans l'être humain. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Mentbahamoul Mohamed Lagrave, présidente en exercice de la session actuelle, de déclarer que les réunions et délibérations qui ont marqué les travaux du comité technique, ainsi que les consultations et échanges de vues sur l'ensemble des dossiers environnementaux d'intérêt commun, sont de nature à soutenir les politiques de durabilité dans nos pays. Elle a ajouté que les résultats de cette session et les projets de décision soumis au Conseil, en plus de l'intérêt et du niveau de présence, sont un indicateur révélateur que cette session représente un renforcement des acquis et un ajout qualitatif à la coordination structurelle arabe dans le domaine de l'environnement. Elle a ajouté que la Semaine arabe de l'environnement a constitué une opportunité d'échange à plusieurs niveaux dans le cadre de nos intérêts communs, le 4e Forum arabe pour l'environnement et le développement, ayant permis de passer en revue les axes fondamentaux dans une vision globale de haut niveau, couronnée par des résultats importants qu'il conviendra de mettre en œuvre par le biais des organismes spécialisés et des cercles de décision concernés. De son côté, le vice-ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Agriculture, de son côté, le vice-ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite, l'ingénieur Mansour Bilal Hilal Chitri, président de la session précédente, a passé en revue les efforts du Royaume dans le domaine de la protection de l'environnement, de la restauration des terres et de la conservation de la biodiversité, citant des exemples concrets qui ont incarné l'engagement du Royaume à protéger les écosystèmes. Il a expliqué que son pays, partant des objectifs de la vision 2030 du Royaume, a fait de grands progrès dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement de ses ressources, la superficie des zones protégées ayant doublé pour dépasser 18% de la superficie du Royaume, avec l'objectif d'atteindre 30% d'ici 2030. Il a ajouté que le Royaume a lancé l'initiative Arabie Saoudite verte pour réhabiliter 50 millions d'hectares de terres dégradées et a adopté le nouveau système de gestion des déchets qui vise à recycler environ 90% des déchets et à les transformer en ressources économiques, contribuant ainsi à réduire la pollution et à protéger l'environnement terrestre et marin. Il a appelé à considérer l'environnement comme un levier de développement et non comme un fardeau à la lumière des transformations environnementale et économique que connaît le monde, soulignant que la protection de l'environnement et la restauration de ses ressources ne sont plus une action sectorielle limitée, mais sont devenues un axe essentiel dans la construction d'économies capables de croître et de s'équilibrer simultanément. La cérémonie d'ouverture a été également marquée par les interventions de Dr Mahmoud Fathallah, chef du secrétariat technique du Conseil des ministres arabes chargé de l'environnement à la Ligue des États arabes, le Dr Abdullah Ben Ali Al-Omari,
président de l'autorité de l'environnement du sultanat d'Oman et président de la 7e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement, Dr Yasmina Fouad, secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, Dr Brahim Mohamed El-Turki, secrétaire général de l'initiative Moyen-Orient vert, Dr Hani Sha'ar, directeur régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature, Bureau de l'Asie de l'Ouest, Dr Abdelhakim Elwar, directeur général adjoint et représentant régional de la FAO pour la région du Proche-Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et Dr Khalil Fahmy, directeur exécutif du Centre pour l'environnement et le développement pour la région arabe et l'Europe. Les discours des intervenants ont porté sur les efforts arabes, régionaux et internationaux dans le domaine de la conservation de l'environnement et de la lutte contre la désertification et la pollution environnementale. Après l'ouverture, les discours des ministres et chefs de délégations arabes participants se sont poursuivis, axés sur les stratégies et politiques de chaque pays en matière de protection de l'environnement et de promotion du développement durable. Les travaux de cette 36e session du Conseil des ministres arabes chargés de l'environnement se sont conclus par une déclaration de la ministre algérienne de l'environnement et le porte-parole du secrétariat général de la Ligue arabe, qui ont tous deux loué la bonne organisation et la réussite de cette session qui s'est tenue en Mauritanie, mettant en exergue l'importance des recommandations issues de cette 36e session. L'espace culturel de Nouakchott Sud a abrité ce jeudi les travaux de la 3e session de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée plutôt générale du programme Graines de citoyenneté, avec la participation de plus de 200 participants représentant diverses régions du pays. Cette rencontre organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile vise à tirer les leçons des expériences vécues sur le terrain en vue de les traduire dans les phases restantes du programme Graines de citoyenneté. Rahmaba. Cette rencontre constitue une étape essentielle de dialogue et de redevabilité collective à travers la préparation d'une revue triennale de la première phase du programme 2022-2025, l'échange des leçons tirées du terrain, le renforcement des initiatives locales et la définition des orientations pour les prochaines étapes du programme. Dans son discours, le commissaire adjoint a souligné que le programme Graines de citoyenneté a permis à de nombreux jeunes et femmes d'exprimer leurs opinions, de participer activement à la vie publique et de contribuer au changement au sein de leur communauté. Il a ajouté que le programme a fait émerger de nouvelles voix et des énergies jeunes qui ont contribué à consolider les valeurs de cohésion, de solidarité et d'ouverture au sein du tissu social national. Il a également indiqué que la mise à jour de la plateforme numérique Fadaï a permis à chaque citoyen, où qu'il soit, d'accéder à l'information et de participer à l'action communautaire. De son côté, la maire adjointe de la commune de Lixar, Mme Aïssata Abuja, a remercié l'Union européenne pour l'opportunité offerte à la jeunesse à travers le programme Graines de citoyenneté qui renforce la cohésion sociale et offre des opportunités de formation et d'emploi. Pour sa part, l'ambassadeur de France accrédité en Mauritanie a déclaré « Graines de citoyenneté se distingue aussi par des actions très concrètes en faveur de l'insertion des jeunes. Je pense notamment à la formation au métier d'animateur socioculturel dont a pu bénéficier cette année une vingtaine de jeunes Mauritaniens. Et donc je salue bien évidemment la délégation de l'association nantaise Accor qui est présente aujourd'hui et qui a apporté son soutien à la déclinaison de cet axe du programme. Je me réjouis également de l'implication du ministère de l'Autonomisation, de la Jeunesse, de l'Emploi, du Sport et du Service civique au sein du programme, implication qui s'inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie nationale de la jeunesse et avec les actions que mène l'Agence nationale des volontaires, Watanouna, dont une partie est en partenariat avec notre opérateur France Volontaire. Enfin, la première conseillère à la délégation de l'Union européenne en Mauritanie a réaffirmé « Je suis fière de vous rappeler que ce programme est financé par l'Union européenne à hauteur de 4 millions d'euros, en partenariat avec l'Agence française de développement, dans un esprit équipe Europe. Pour l'Union européenne, la contribution des jeunes au développement socio-économique du pays, dans un pays dont la moitié de la population a moins de 20 ans, doit évidemment être soutenue, accompagnée, renforcée. Elle est un vecteur de cohésion sociale et donc de paix.
La cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale du programme Graines de citoyenneté s'est tenue dans sa 3e édition avec la participation de plus de 200 représentants venus de différentes régions du pays. Retour à Nouakchott qui a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de validation de la 2e génération de la stratégie nationale pour l'institutionnalisation et la promotion des droits des femmes 2025-2030. Les participants à cet atelier d'une journée organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille ont été édifiés sur les axes de cette stratégie et les nouvelles problématiques qu'elle a inclus. Bokar Bayraba. L'objectif de l'atelier est de consolider les acquis, renforcer les cadres juridiques et institutionnels et élargir le champ d'action sur le terrain pour inclure de nouvelles problématiques comme le changement climatique, la fracture numérique, la santé mentale, l'immigration, la paix et la sécurité. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Hamoudi Cheikhna Ali, de souligner que cette stratégie représente une étape cruciale dans les efforts déployés par l'État pour consolider les valeurs de justice et d'égalité des chances pour tous les citoyens. Il a précisé que cette stratégie repose sur 3 piliers interdépendants. Renforcement des fondements institutionnels et juridiques pour l'instauration de la justice sociale et de la responsabilité, l'accès équitable aux droits et aux opportunités en matière d'éducation, de santé, d'économie, de participation et de leadership. Enfin, une transformation culturelle et sociétale soutenant les valeurs d'équité et de respect mutuel, ainsi que la capacité de surmonter les défis. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, cet atelier incarne l'engagement du gouvernement mauritanien à faire de l'égalité un pilier du développement durable. La Mauritanie a accompli des avancées importantes. 23,3% de femmes à l'Assemblée nationale, 35,7% de conseillères sont dans les municipalités et il y a un dynamisme croissant des coopératives féminines dans l'agriculture, l'artisanat et les services. Mais des inégalités persistent. Un taux d'activité féminine de 26% contre 68% pour les hommes. Il y a moins de 10% d'entreprises dirigées par des femmes. Elle vise à relever les défis persistants. Une coordination insuffisante, dépendance au financement extérieur et un système de suivi et évaluation encore limité. Pour rappel, l'élaboration de la stratégie nationale pour l'intégration de la dimension genre s'est faite en étroite collaboration entre différents acteurs à travers de vastes consultations nationales reflétant l'engagement de notre pays à continuer à autonomiser les femmes et renforcer leur participation au développement national. L'actualité parlementaire marquée aujourd'hui par la visite effectuée par le groupe parlementaire pour le plaidoyer des questions des jeunes et du sport dans certains établissements d'enseignement technique, et ce dans le but de s'informer sur le déroulement des informations au sein de ces écoles. Des formations plutôt au sein de ces écoles. Et d'Alifal. 4 écoles et centres de formation professionnelle à Nouakchott ont reçu le groupe parlementaire de soutien des jeunes et du sport. L'objectif de cette mission était de s'informer sur le fonctionnement de ces établissements, d'évaluer les conditions d'apprentissage et d'identifier les difficultés rencontrées par les stagiaires et les encadreurs au cours de la formation. Le président du groupe parlementaire a salué les efforts consentis par les équipes pédagogiques et a réaffirmé leur engagement à soutenir la formation professionnelle considérée comme un levier essentiel pour l'emploi des jeunes et le développement économique du pays. La visite s'est conclue par un tour des ateliers pratiques où les jeunes en formation peuvent montrer leurs compétences techniques et mettre en application les enseignements reçus, illustrant concrètement l'importance de la formation professionnelle pour préparer la jeunesse au marché du travail. Tombé à l'université de Nouakchott sur les activités du programme intitulé Zaïre scientifique et la fuite des cerveaux arabes, organisé en collaboration avec l'ALESCO. L'occasion pour les chercheurs mauritaniens et arabes de débattre de cette problématique. Fatima Tadé.
Favoriser la mobilité scientifique et renforcer les échanges entre chercheurs arabes, tel était l'objectif que s'est fixé l'Université de Nouakchott en collaboration avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, l'AESCO. C'est dans ce cadre que les deux institutions ont récemment clôturé les activités du programme Visiteurs scientifiques et Esprit arabe migrateur. Ce programme avait offert un espace privilégié d'échange et de dialogue entre les chercheurs mauritaniens et leurs homologues du monde arabe. Il a permis également le partage des connaissances, le renforcement des collaborations scientifiques et l'ouverture à de nouvelles perspectives de recherche, plaçant ainsi l'Université de Nouakchott au cœur de la dynamique scientifique et régionale. L'occasion pour le président de l'université de mettre l'accent sur l'importance de cette initiative qui contribue non seulement à la valorisation du savoir mauritanien, mais aussi à son rayonnement au sein du monde arabe. De son côté, le directeur de la direction des recherches à l'AESCO a rappelé que ce rendez-vous illustre l'engagement commun des deux institutions à soutenir la mobilité académique, à encourager l'échange d'expertise et à stimuler l'émulation intellectuelle entre chercheurs arabes. Il faut dire que la clôture de ce programme marque ainsi une étape majeure dans la consolidation des échanges scientifiques entre la Mauritanie et le monde arabe. Elle ouvre la voie à de futures collaborations et à l'émergence de projets novateurs portés par une nouvelle génération de chercheurs engagés dans la construction d'un espace scientifique arabe ouvert, dynamique et solidaire. Mauritanienne au chevet des populations les plus vulnérables des régions frontalières du sud et du sud-est. L'état-major général des forces armées vient de dépêcher un important convoi médical militaire composé d'une équipe de médecins militaires de différentes spécialités dans le cadre d'une mission sociale et humanitaire qui a entamé ses consultations à partir du centre de santé de Add el-Bagrou. Mohamed Khattat. C'est la plus longue caravane sanitaire qui quitte l'état-major des armées pour une si noble mission humanitaire avec des équipes et des encadrements militaires, des équipements et des fournitures médicales à destination des populations aux frontières et aux points de passage pour leur apporter plus de sécurité et de sérénité. Il s'agit pour cette caravane de dispenser des soins gratuits pour les citoyens grands et petits, hommes et femmes en particulier les plus vulnérables. Nous remercions l'armée de cette femme dont les médecins nous ont soignés. La caravane a traité toutes sortes de maladies avec sérieux et professionnalisme, dit celui-là. Cette autre femme dit avoir consulté pour le diabète et Dieu merci, elle n'est pas diabétique. La caravane dispense des consultations en ophtalmologie, en cardiologie, en gynécologie, en pédiatrie, en diabète et en endocrinologie. Les citoyens ne tarissent pas d'éloges sur les spécialistes de la caravane, affirmant qu'ils ont été bien accueillis et soignés avec affection et sérieux. Évoquant la venue de cette caravane à Add el-Bagrou, le Hakim, au nom de ses habitants, saluait ce geste généreux de l'état-major des armées, précisant que le choix de la ville d'Add el-Bagrou revêt une importance géographique, spatiale et temporelle, compte tenu de sa situation à la frontière et de la grande vulnérabilité de ses habitants. Il a félicité l'armée pour ses efforts humanitaires et a exprimé l'espoir que de telles initiatives se poursuivraient à l'avenir. Pour sa part, le colonel, directeur des affaires sociales, a affirmé que ce convoi qui traverse plusieurs muqata'a des régions frontalières porte un noble message de générosité et de solidarité humanitaire et sociale. Avec ses équipes médicales et infirmières de diverses spécialités, la caravane, dit-il, incarne l'esprit de responsabilité nationale qui caractérise notre armée nationale, laquelle n'a jamais failli à son devoir de servir les citoyens. Il faut noter que la caravane est organisée conjointement par la Direction des Affaires sociales de l'État-major général des armées et la Direction générale de la santé, l'hôpital militaire de Nouakchott et les différents services concernés des forces armées. Nous refermons ce journal par une activité politique du parti INSAF qui a organisé hier à Nouakchott une réunion avec les élus et cadres de la wilaya du Houd al-Sharqi installée dans la capitale. La réunion intervient dans le cadre des préparatifs de la prochaine visite que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, envisage d'effectuer dans le Houd al-Sharqi. Cette visite, aux yeux des initiateurs de la réunion, aura un impact sur la population
à la lumière de la série de projets qui seront lancés. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi de finances pour l'année 2026. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires achève sa visite d'information dans la capitale économique. Nouakchott accueille la 36e session du Conseil à ministres arabe chargé de l'environnement sous le thème « Politique environnementale au service de l'être humain ». C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.